Dans les prochaines minutes, tu vas être confronté à un savoir interdit. Brutal, psychologiquement corrosif, et pourtant, étrangement libérateur. Ce n'est pas une leçon d'histoire. C'est une dissection, une autopsie de l'âme féminine, non pas dans le confort aseptisé d'un laboratoire, mais dans les ténèbres glacées du goulag soviétique. Là où la faim, la trahison et l'isolement ne sont pas des concepts abstraits, mais des lames acérées qui découpent les masques sociaux jusqu'à ne laisser que la chair nue de la vérité. Les hommes qui ont survécu à cette machine de mort ne sont pas revenus avec des récits héroïques. Ils sont revenus avec un secret, un schéma, une répétition glaçante de comportements féminins qui pulvérisent les contes de fées, les romances hollywoodiennes et les illusions modernes. Ce secret, c'est le secret de Solzhenitsyn. Et le comprendre, c'est s'armer mentalement, émotionnellement, philosophiquement, contre le goulag silencieux des relations modernes, ce goulag doux, invisible, mais tout aussi destructeur. Nombreux d'entre vous regardent nos vidéos mais ne sont pas abonnés. Je vous invite donc à vous abonner pour nous encourager à produire davantage de contenu. Pendant des siècles, les philosophes ont débattu de la nature de la femme, de l'amour et de la loyauté depuis le confort feutré de leur bibliothèque en bois de chêne ou les agoras baignées de soleil. Ils ont produit des théories élégantes, sublimes dans leur abstraction, mais totalement inutiles face à la brutalité nue de la vie et de la mort. Leur laboratoire, c'était l'esprit. Le nôtre, celui que nous allons pénétrer, fut construit par le NKVD. Ces cobayes, des millions d'hommes condamnés pour un mot, un regard, une plaisanterie. Arrachés à leur famille, jetés dans un broyeur de glace, de faim et de désespoir. Et la variable principale de cette expérience sociologique monstrueuse ? Les femmes qu'ils ont laissées derrière eux. Leurs épouses, leurs amantes, leurs mères, les gardiennes de leur mémoire, les ancres de leur vie passée. Ce que ces hommes ont découvert, à travers une douleur si profonde qu'elle défie le langage, c'est une taxonomie sombre de la psyché féminine sous pression. Ils ont cartographié les contours précis de l'amour conditionnel. Ils ont mis au jour des impératifs biologiques capables d'effacer une vie entière d'affection. En un seul instant, ce savoir fut payé en sang, en gelure, en âme brisée. C'est la pilule rouge ultime, forgée non pas dans les forums internet, mais dans le pergélisol de Colima. Alexandre Solzhenitsyn, grand chroniqueur de cette agonie, n'a pas seulement documenté la brutalité de l'État dans ses œuvres monumentales, L'archipel du Goulag et une journée d'Ivan Denisovitch. Il a enregistré, avec une précision glaciale, les lettres qui ne sont jamais arrivées. Les papiers de divorce qui, eux, sont bienvenus. Les murmures échangés sur des couchettes gelées, longtemps après l'extinction des feux. Il nous a donné les données. Notre tâche, les décrypter. Aller au-delà de l'horreur. Extraire les principes intemporels. Brutaux. Ce n'est pas de la misogynie. C'est de la reconnaissance de motifs à l'échelle historique. C'est comprendre les mécaniques du cœur humain pour ne plus jamais être pris au dépourvu. Le bénéfice de ce savoir ? Une liberté froide, lucide. La capacité de voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est la fin de la trahison naïve, et le début de la véritable force souveraine. Imagine un homme, appelons-le Yevgeny, jeune ingénieur brillant de Leningrad. Son crime ? Être trop talentueux, trop prometteur, une menace pour un petit fonctionnaire du parti. Un soir, le coup à la porte. L'arrestation. Son monde se réduit à la taille d'un fourgon noir. Son seul réconfort, l'image de sa femme, Anna. Son sourire, son salut depuis la fenêtre de leur appartement. Il est jugé, condamné à 10 ans de travaux forcés pour espionnage. Une accusation absurde, mortelle. Il est expédié, pendant des semaines, dans un wagon souillé d'excréments, vers un camp à Voruta, au nord du cercle polaire. Son existence devient une équation de calories. 500 grammes de pain s'il atteint la norme en bois ou en charbon. 300 s'il échoue. Les hommes meurent d'une écharde, d'une toux, ou simplement en s'allongeant dans la neige, décidant de ne pas se relever. Pendant un an, Yevgeny survit grâce à 2 choses, le pain et l'espoir. L'espoir incarné par Anna. Il écrit dès qu'il le peut, sur des bouts de papier précieux. Il y verse son âme. Il parle du passé, du futur, de son amour inaltérable. Il lui assure qu'il est innocent, fort, qu'il reviendra. Il attend une réponse, un signe qu'il existe encore, quelque part, hors des barbelés. Les mois passent et rien. Son esprit, affaibli par la faim, commence à imaginer le pire. Peut-être est-elle morte, peut-être est-elle en prison. Cette angoisse est un poison plus puissant que le froid. Puis, après 14 mois, une lettre arrive. Ce n'est pas le paquet épais et chaleureux qu'il espérait. C'est mince, officiel. D'une main tremblante, gelée, il l'ouvre. Ce n'est pas Anna. La lettre ne vient pas d'Anna. Elle vient du tribunal soviétique de Leningrad. Un avis de divorce, initié par elle, fondé sur sa condamnation et son exil. Attaché à ce document officiel, un mot manuscrit, bref, cruel dans sa simplicité, « Yevgeny, pardonne-moi. C'est trop difficile, je dois penser à ma vie maintenant. Ne cherche plus à me contacter. Je me suis remarié. Anna, le choc n'est pas émotionnel. Il est physique, un coup de botte dans la poitrine.
L'air quitte ses poumons. Le monde, déjà gris, devient noir et blanc. Le dernier pilier de sa résistance s'effondre en poussière. Ce soir-là, il ne mange pas sa ration de pain. Il la donne. Il fixe le plafond du baraquement. Et la volonté de lutter, la volonté d'endurer l'insupportable, s'évapore. Il n'a pas été tué par une balle de garde, mais par quelques lignes d'encre sur une page. Son corps errera encore quelques mois, coquille vide, jusqu'à ce qu'une pneumonie mineure, que des hommes plus forts repoussent, l'emporte doucement. Cette histoire n'est pas unique. Solzhenitsyn en documente des milliers. Il écrit « L'épouse d'un prisonnier devait choisir immédiatement, renoncer à son mari ou se résigner à la ruine. » Et combien était capable d'un tel héroïsme? 1 sur 100, 1 sur 1000. C'est la première loi du secret de Solzhenitsyn. La probabilité d'abandon est inversement proportionnelle au coût social et matériel de la loyauté. L'amour n'est pas une ressource infinie. C'est une monnaie, et lorsque le taux d'échange s'effondre, la plupart des portefeuilles sont liquidés. Est-ce de la cruauté? De la faiblesse? Solzhenitsyn et les sociologues qui ont étudié ce phénomène pointent quelque chose de plus profond. Quelque chose de biologique, d'évolutionnaire. Les femmes sont les vecteurs de la vie. Leur impératif biologique premier, survivre et pourvoir à leur progéniture. Elles sont hyper-games par nature, programmées pour rechercher le meilleur protecteur, le meilleur pourvoyeur. La valeur d'un homme est liée à son statut social, ses ressources, sa capacité à projeter force et sécurité. En un instant, l'État a tout retiré à Yevgeny. Il n'était plus ingénieur brillant, plus pourvoyeur, plus protecteur. Il était un zèque, un condamné, un paria social, une impasse génétique. S'associer à lui, c'était inviter la ruine sur elle et ses enfants potentiels. Son amour, aussi sincère fût-il, était conditionné à son statut. Et quand ce statut fut annihilé, l'amour, pour la majorité, ne survécut pas. L'abandon n'était pas nécessairement malveillant. C'était souvent un acte brutal, pragmatique, de préservation évolutive. Elle ne le trahissait pas. Elle se sauvait. Comprendre ce calcul biologique froid, c'est le premier pas vers la neutralisation de la douleur de la trahison. Tu n'es pas trahi pour ce que tu es. Tu es écarté pour ce que tu es devenu, ou n'es plus, dans le marché de la survie. Mais l'histoire ne s'arrête pas au Yevgeny. Il y avait une autre race de femmes. Rares, l'exception qui confirme la règle. Solzhenitsyn les appelait les épouses de zèques ou les épouses décembristes, en référence à ces nobles femmes qui suivirent leurs maris exilés en Sibérie après la révolte avortée de 1825. Ces femmes ont défié les probabilités. Elles n'ont pas seulement été loyales, elles ont combattu. Elles ont renoncé à leur confort, à leur carrière, à leur statut social. Elles ont déménagé dans des villes sordides, perdues près des camps, juste pour être plus proches. Elles ont passé des années dans des files interminables pour livrer des colis dérisoires. Quelques pommes de terre, un morceau de sucre, un bout de saucisson, parfois la différence entre la vie et la mort. Elles sont devenues expertes en bureaucratie, rédigeant des appels, harcelant les fonctionnaires, refusant de se taire. Leur loyauté n'était pas passive. C'était une campagne furieuse, active, de résistance. Considère l'histoire de Natalia Reshetovskaya, la première épouse de Solzhenitsyn. Leur relation fut une montagne russe émotionnelle, un microcosme de ses dynamiques. Après son arrestation en 1945, elle ne le quitte pas immédiatement. Étudiante brillante, l'avenir devant elle, sous une pression immense. Elle lui écrit, lui envoie ce qu'elle peut. Mais les années passent, l'espoir s'effrite. En 1949, elle cède aux pressions sociales et étatiques. Elle divorce. C'est un coup dévastateur pour Solzhenitsyn. Mais en 1953, lorsqu'il est libéré en exil interne, elle le recherche. Il se remarie en 1957. Sa loyauté, bien que vacillante, n'était pas éteinte. Leur divorce final, plus tard, naît d'un autre conflit. Celui entre l'homme revenu du goulag, prophète endurci, et la femme qui voulait retrouver le jeune mari qu'elle avait aimé. Son histoire révèle la complexité, la contradiction, la lutte intérieure même chez les exceptions. Qu'est-ce qui sépare une Natalia d'une Anna? Quelle alchimie de caractère crée une épouse décembriste? Solzhenitsyn suggère une combinaison rare, une force personnelle immense, une conception presque spirituelle de l'amour, au-delà des circonstances matérielles. Un esprit indépendant, souvent animé d'un fervent idéalisme. Ces femmes voyaient leur homme non pas comme un criminel ou un ennemi, mais comme ce qu'il était réellement. Leur hypergamie ne visait pas le statut social, mais une qualité intérieure, inaltérable, que même le goulag ne pouvait effacer. C'est la deuxième loi du secret de Solzhenitsyn. La loyauté inconditionnelle est une anomalie historique, attribuée à une infime fraction de femmes dotées de vertus présélectionnées, indépendance extrême et fortitude idéologique. Tu ne peux pas l'attendre. Tu ne peux que la reconnaître. Et, si tu as la chance de la rencontrer, la chérir avec une gratitude immense. Parier ta survie émotionnelle sur la rencontre d'une telle femme, c'est parier contre la maison dans un jeu où les chances sont historiquement catastrophiques. Mais ce n'est pas de l'histoire ancienne. Le goulag n'est qu'un prisme extrême pour observer une vérité qui opère chaque jour, dans chaque ville, dans chaque relation. Les mécanismes sont simplement plus doux, plus lents, plus insidieux. Un homme perd son emploi.
tombe en dépression, tombe malade, ou simplement échoue à maintenir son cadre, sa vision, sa force. Et alors commence le retrait lent de l'affection, la perte de respect, les regards condescendants, le fameux « je t'aime, mais je ne suis plus amoureuse ». Ce sont les équivalents modernes, civilisés, du papier de divorce d'Anna. La même logique biologique, jouée en ralenti, sans le décor dramatique de la neige sibérienne. Les barbelés ont été remplacés par les attentes sociales et les liens financiers. Mais la prison est réelle, et la trahison, quand elle arrive, est tout aussi absolue. Le secret de Solzhenitsyn te donne une grille de lecture. Il te permet de diagnostiquer ta relation, non avec espoir ou prière, mais avec l'œil froid d'un historien. Il retire la surprise, et en retirant la surprise, il retire une grande part de la douleur. La douleur est remplacée par le pouvoir de la prévoyance. Ce savoir est ta première couche d'armure. Mais ce n'est que le début, car pour les hommes des camps, la réaction à ces lettres déterminait s'ils vivaient ou mouraient. Yevgeny a donné son pain, et il est mort. Mais les survivants, ceux qui ont absorbé cette pilule noire, ceux qui ont transformé ce poison en carburant, ils se sont forgés en quelque chose d'inimaginablement dur. Quelque chose qui pouvait survivre à l'État lui-même. Comment ont-ils transformé cette trahison ultime en fondation d'une masculinité inébranlable ? Comment ont-ils transféré leur espoir des cœurs instables des femmes vers la forteresse inébranlable de leur propre mission ? C'est ce que nous allons explorer. La mentalité du survivant, la transformation psychologique du ZE accent aigu K en phénix. Et comment toi aussi, tu peux appliquer cette sagesse glaciale, ancestrale, pour bâtir une vie si puissante que la trahison ne sera plus qu'un murmure insignifiant dans le vent. L'homme qui ouvrit cette enveloppe officielle, fine et glaciale, et lut son propre faire-part, non pas dans un journal, mais dans l'écriture de sa femme, se tenait à la croisée la plus cruciale de sa vie. Le choc fut un séisme. Il pulvérisa les fondations de son monde. Dans le silence gelé des baraquements, entouré des fantômes d'hommes déjà brisés, il fut confronté à un choix. Un choix qui, dans son essence, condensait toute la philosophie humaine en une seule décision brutale. Il pouvait suivre le chemin de Yevgeny, laisser le froid qui avait envahi son cœur se répandre dans ses membres, se livrer au vide et permettre à son corps d'achever ce que la trahison avait commencé. Ou bien, il pouvait faire autre chose. Quelque chose de bien plus difficile, de bien plus contre nature, et, au final, de bien plus puissant. Il pouvait accepter l'inacceptable, avaler la pilule noire, non comme un poison, mais comme un tonique amer qui renforce. Il pouvait plonger son regard dans l'abîme de cette vérité ultime, que son existence, sa valeur, son droit même à l'amour, étaient désormais conditionnés par des facteurs hors de son contrôle. Et au lieu de pleurer, il pouvait hocher la tête, se dire « Alors c'est ainsi que le monde fonctionne. Je sais ». Ce moment d'acceptation n'était pas une défaite. C'était le premier pas dans la forge. Les survivants du goulag, ceux qui franchirent les barbelés des années plus tard, le corps marqué, mais l'esprit intact, avaient tous traversé cette forge. Ils découvrirent une inversion terrifiante et libératrice. Ce qui avait été conçu pour les anéantir, le retrait total de la validation extérieure, de l'amour, du statut, devint la source de leur force ultime. Quand tous les piliers du monde connu furent arrachés, ils furent forcés de trouver une fondation en eux-mêmes. Solzhenitsyn appelait ce processus l'ascension. Il écrivit « Ce n'est que lorsque je gisais sur la paille pourrie de la prison que je sentis en moi les premiers frémissements du bien. Béni sois-tu, prison, d'avoir été dans ma vie. Ce n'est pas la gratitude masochiste d'un homme brisé. C'est le rugissement triomphant d'un homme qui a découvert la vérité fondamentale du pouvoir masculin. Ta valeur ne peut pas être donnée. Donc elle ne peut pas être retirée. Elle doit être forgée dans les flammes privées de ta souffrance et martelée sur l'enclume de ta volonté inébranlable. » La trahison d'une femme, aussi intime soit-elle, n'était pas un verdict sur son âme, mais un reflet de sa nature, un retrait d'une ressource qu'il n'aurait jamais dû considérer comme acquise. Cette transformation exigeait une transmutation totale de l'espoir. L'espoir est une chose dangereuse. Dans le monde extérieur, l'espoir était placé dans une lettre, dans une femme, dans un système de justice, dans une réunion future. L'espoir extérieur était un fil fragile, et lorsqu'il se rompait, l'homme saignait, émotionnellement, irrémédiablement. Les survivants ont appris à tuer ce genre d'espoir. Ils ont pratiqué une chirurgie psychologique sur eux-mêmes, extirpant le besoin cancéreux de salut extérieur. À sa place, ils ont cultivé un autre type d'espoir. Un espoir glacial, résilient, basé uniquement sur leur propre volonté. Leur espoir n'était pas d'être sauvés, mais de pouvoir endurer la prochaine minute, la prochaine heure, le prochain coup de marteau. Leur monde, autrefois vaste et terrifiant, 10 ans de condamnation, s'est réduit à un défi immédiat, les 5 prochaines minutes. Cette hyper-concentration sur le moment présent, sur la souveraineté absolue de son propre espace intérieur, est une puissance accessible à tout homme, partout. L'homme qui s'effondre face au mépris silencieux de sa femme au dîner saigne d'un fil coupé, celui de la validation extérieure. La mentalité du survivant pose une question simple. Peux-tu contrôler son mépris ? Non.
Peux-tu contrôler ta réaction? Absolument. Peux-tu contrôler ta prochaine action, ton prochain mot, ton prochain souffle? Sans l'ombre d'un doute, c'est le territoire de l'homme souverain. Son espoir n'est pas que le monde lui soit favorable, mais qu'il soit assez fort pour affronter le monde. Considère l'histoire de Dimitri, historien arrêté pour déviation idéologique. Il reçoit une lettre de sa fiancée, la femme qu'il aimait depuis l'université. Elle lui annonce qu'elle a épousé un officier haut placé du NKVD, le même organe qui l'a arrêté. La trahison est une œuvre de cruauté absolue. Pendant 2 jours, Dimitri est catatonique. Mais au 3e jour, durant la marche harassante vers le site de travail, quelque chose se réaligne en lui. Il se raconte une histoire, un recadrage d'une ampleur colossale, une transmutation de la réalité. Elle ne m'a pas trahi, elle s'est simplement révélée à moi. L'État, en m'arrêtant, ne m'a pas volé ma vie. Il m'a offert un cadeau. Il m'a montré la vérité sur la femme que j'aimais, avant que je ne construise une vie avec elle, avant que nous ayons des enfants. Ils m'ont rendu service. Ce n'était pas du déni. Ce n'était pas du copium. C'était de l'alchimie. Ils transformaient le plomb de la trahison en or de clarté. À partir de ce jour, Dimitri ne vit plus son emprisonnement comme une punition, mais comme une université macabre. Sa matière, la nature humaine. Ses professeurs, les gardes, les informateurs, les hommes trahis autour de lui. Sa fiancée, un chapitre essentiel du programme. Cette capacité à recadrer la catastrophe en enseignement est la marque de l'esprit indestructible. L'homme moderne, trahi, trompé ou divorcé, doit accomplir la même alchimie. La question n'est pas « Pourquoi m'a-t-elle fait ça ?», mais « Que m'apprend cette épreuve sur le monde, et sur moi-même ?» Cette forteresse intérieure ne se construit pas en un jour. Elle se bâtit brique par brique à travers des rituels de discipline inébranlables. Dans un monde conçu pour réduire les hommes à l'état animal, les survivants s'accrochaient à des rituels d'humanité qui n'avaient aucune utilité pratique, sinon celle d'affirmer leur souveraineté. Solzhenitsyn raconte ces hommes qui, après 12 heures de labeur sous moins 40 degrés Celsius, retiraient minutieusement les poux de leur chemise. Pas parce que cela changerait quoi que ce soit. Les poux reviendraient dans quelques heures. Mais parce que c'était un acte d'ordre imposé au chaos. Ils récitaient de la poésie mémorisée, résolvaient des équations complexes dans leur tête, s'enseignaient mutuellement des langues. Ce n'était pas un passe-temps. C'était une déclaration silencieuse. Je suis encore un homme. Et ce monde ne me possédera pas. C'était cela, la résistance. Chaque strophe de Pouchkine récitée sur une couchette gelée était une balle tirée contre l'État. Une déclaration silencieuse. Tu possèdes mon corps, mais mon esprit est à moi. Cette discipline délibérée, apparemment inutile, était le terrain d'entraînement de la souveraineté. L'homme moderne doit trouver son équivalent. L'entraînement quotidien quand tu es épuisé. La lecture d'un livre difficile quand tu pourrais faire défiler ton écran. Le fait de faire ton lit avec précision. Ce sont tes rituels de chasse au poux. De minuscules déclarations quotidiennes que tu es le maître de toi-même. Ils construisent le muscle du respect de soi, pour que, lorsque le respect extérieur disparaît, ta fondation ne s'effondre pas. Mais la transformation la plus profonde fut celle du but. L'homme qui entrait dans le camp avait un but lié à sa vie d'avant, être un bon mari, un bon pourvoyeur, revenir auprès de sa famille. Ce but fut annihilé par la lettre d'Anna. Le survivant trouva un nouveau but, totalement immunisé contre les forces extérieures. Son but devint la préservation de son intégrité, la protection de son moi intérieur. Pour certains, ce fut une mission de documentation. Ils devinrent des archives vivantes, mémorisant noms, dates, crimes, déterminés à témoigner un jour. Solzhenitsyn lui-même commença à composer et mémoriser l'archipel du Goulag alors qu'il était encore prisonnier, utilisant un système de bâtonnets pour retenir des milliers de lignes. Son but n'était plus de retrouver sa vie passée, c'était de révéler une vérité au monde. Cette mission était si vaste, si importante, qu'elle rendait sa souffrance personnelle insignifiante. Sa faim, son froid, sa trahison, n'étaient que des données dans une grande et terrible narration qu'il était chargé de transmettre. C'est le recadrage ultime. Ta douleur ne parle pas de toi, elle est le carburant de ta mission. Ta mission ne peut pas être une femme, ni une relation, ce sont des choses qu'on peut arracher. Ta mission doit être quelque chose de si fondamentalement tien que son succès ou son échec ne dépend que de toi. Construire une entreprise, maîtriser un art, créer une œuvre, transformer ton corps, protéger et pourvoir à tes enfants. Note, c'est différent d'une relation avec une épouse. Le besoin d'un enfant est inconditionnel. Celui d'une épouse ne l'est pas. Quand ta mission est ancrée dans quelque chose d'immuable, le retrait de l'affection féminine devient une distraction, une irritation mineure, comme une mouche qui bourdonne contre la fenêtre de la cathédrale que tu construis. Elle peut choisir d'en faire partie, ou non. Sa loyauté est un renfort, mais sa trahison n'est pas une défaillance structurelle. Tu es l'architecte, la mission est le plan. Tu es la main-d'œuvre principale. Elle est une sous-traitante, dont les services peuvent être retenus ou libérés selon sa performance et son alignement avec les objectifs du projet. Cela semble froid, ça l'est, c'est le froid de l'Arctique. C'est aussi la seule manière de bâtir quelque chose qui dure. Les hommes qui sortirent des camps étaient souvent méconnaissables. Plus silencieux, leur regard portait une profondeur qui mettait mal à l'aise. Ils avaient vu le pire du monde.
Et en le voyant, ils avaient perdu toute peur. Ils comprenaient le prix de tout, surtout de l'amour. Ils n'étaient pas incapables d'aimer. Au contraire, beaucoup trouvèrent une capacité plus profonde à se connecter, précisément parce qu'ils n'avaient plus d'illusions. Leur amour n'était plus une chose avide, accrochée, dépendante. C'était un don conscient, délibéré, offert depuis un lieu d'abondance absolue, sans attente de retour. Parce qu'ils n'avaient besoin de rien de l'autre, leur amour devint véritablement libre. En acceptant la vérité la plus sombre, celle de la loyauté conditionnelle, tu te libères pour expérimenter la connexion sans les chaînes du besoin. Tu peux apprécier l'amour d'une femme pour ce qu'il est, un cadeau beau, fugace, conditionnel, sans exiger qu'il soit autre chose. Tu peux chérir la loyauté d'une épouse décembriste, si tu en trouves une. Mais tu ne seras pas détruit par la trahison d'une nana. Ta vie hors des barbelés est un autre type d'épreuve. Les menaces ne sont plus les fusils ni la famine, mais le confort et le désespoir silencieux. La trahison ne vient plus dans une enveloppe officielle. Elle vient dans un message, dans un regard vide, dans une lettre d'avocat. Mais les principes de survie sont identiques. Construis ta forteresse intérieure, transfère ton espoir de sa validation vers ta mission, impose-toi une discipline par des rituels quotidiens, recadre la douleur comme une éducation. Ta valeur n'est pas déterminée par ses yeux. Elle est forgée dans tes actions, chaque jour. Les survivants du goulag ont regardé dans le cœur des ténèbres et ont trouvé une lumière inextinguible. Tu dois faire de même dans l'obscurité confortable du monde moderne. Les barbelés ne sont pas en acier. Ils sont faits d'attentes, de contes de fées, du besoin d'être aimé plus que tu n'aimes ta propre mission. Coupe-les, traverse-les, ta mission t'attend. On t'a menti, on t'a dit que les femmes sont douces, bienveillantes, dévouées. Que l'amour est pur, que la fidélité est sacrée. Mais si je te disais que Nietzsche avait déjà percé cette illusion il y a plus d'un siècle? Et si la vérité sur les femmes n'était pas seulement dérangeante, mais dangereuse pour l'ego fragile de l'homme moderne? Reste jusqu'au bout, car à la fin de cette vidéo, tu me détesteras, ou tu comprendras enfin pourquoi tant d'hommes ne supportent pas ce que Nietzsche a réellement dit. Une chose est sûre, tu ne verras plus jamais les femmes de la même façon. On t'a vendu des contes de fées. Depuis que tu sais parler, on t'a nourri de mythes. Que la bonne femme te complétera. Que son amour guérira tes blessures. Qu'elle est moralement plus pure, plus douce, meilleure que toi. Nietzsche a dénoncé cette illusion comme l'un des plus grands mensonges que les hommes s'infligent à eux-mêmes. Pas parce que les femmes sont mauvaises, mais parce que les hommes sont lâches. Trop effrayés pour affronter la vérité brute, sans filtre. Ce que tu appelles amour, c'est souvent juste du besoin déguisé en vertu. Tu ne l'adores pas, tu adores ce qu'elle représente, la validation. Un sens à ta vie, une échappatoire à ton propre vide. Et elle le sait, Nietzsche ne haïssait pas les femmes. Il haïssait les mensonges que les hommes racontent à leur sujet. Des mensonges qui les transforment en anges ou en monstres, mais jamais en êtres humains. Réfléchis, pourquoi les hommes s'effondrent quand une femme les quitte? Pourquoi son rejet ressemble-t-il à une condamnation? Parce que tu lui as donné le marteau. Tu l'as faite juge, sauveuse, miroir. Et quand elle s'en va, l'illusion se brise. Et tu restes seul, face aux fissures de ta propre psyché. Nietzsche nous a prévenus. Quand tu regardes longtemps l'abîme regarde aussi en toi. Mais les hommes d'aujourd'hui préfèrent contempler leur reflet dans les yeux d'une femme. Plutôt que de faire face à l'abîme en eux-mêmes. Voici la vérité brutale que tu évites depuis toujours. Les femmes ne sont pas ta rédemption. Elles ne sont pas tes thérapeutes, ton boussole morale, ni ta récompense cosmique pour avoir été gentil. Ce sont des joueuses dans un jeu plus ancien que la civilisation. Un jeu de pouvoir, de survie, d'influence calculée. Pendant que les hommes bâtissaient des empires, les femmes perfectionnaient un empire plus subtil, celui de la prise émotionnelle. Pas parce qu'elles sont manipulatrices par nature, mais parce que l'histoire ne leur a laissé aucun autre choix. Pas d'épée, elles manient le silence, pas d'autorité, elles perfectionnent la persuasion. Et les hommes modernes? Toujours aveugles, parce qu'admettre cela, c'est admettre qu'ils ont été les jouets. Tu dis que tu l'aimes, mais ce que tu aimes, c'est la façon dont elle te fait te sentir vu, choisi, suffisant. Ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction, et comme tout addict, tu rationalises, tu marchandes, tu t'abaisses pour garder la dose. Nietzsche l'avait vu, il y a des siècles, la demande d'être aimé est la plus arrogante des prétentions. Et pourtant, les hommes continuent de s'agenouiller devant l'autel de l'approbation féminine, mendiant des miettes d'affection, appelant ça de la dévotion. Mais voici la question que personne n'ose poser, et si elle n'était pas ta délivrance, mais ton épreuve? Une épreuve que la plupart des hommes échouent, parce qu'ils préfèrent vénérer, plutôt que voir. Alors brisons une dernière illusion, le mythe de l'innocence féminine. Elle ne t'a jamais conquis, elle t'a laissé croire que tu la conquérais. Ce regard grand ouvert, ce toucher délicat, cette façon de se dissoudre dans la vulnérabilité. Tu appelles ça de la pureté. Nietzsche appelait ça du pouvoir. Pendant que les hommes exhibent leurs muscles et leur argent, les femmes ont maîtrisé l'art de la reddition stratégique. Elles ne dominent pas, elles invitent à être dominées et dictent ainsi les règles du jeu. Réfléchis, qui contrôle vraiment l'intimité? Qui décide du rythme de l'engagement?
Qui peut te dévaster d'un simple regard froid? Tu dis qu'elle est émotionnelle. La nature dirait qu'elle est tacticienne du cœur. Et c'est là que les hommes modernes implosent. Ils confondent l'adaptabilité féminine avec de la faiblesse. Ils voient l'empathie et croient à la soumission. Erreur fatale. L'empathie est un radar. Elle lui dit exactement ce que tu veux, ce que tu crains, quelle corde tirer. Pendant que tu la protèges, elle te lit comme un plan d'architecte. Nietzsche nous a prévenus. En amour comme en vengeance, la femme est plus barbare que l'homme. Mais ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de lucidité. Le jour où tu comprends que sa tendresse n'est pas une faiblesse, mais une compréhension armée, c'est le jour où tu cesses d'être un pion dans un jeu que tu ignorais. Et maintenant, la pilule la plus difficile à avaler, tu n'as jamais eu le contrôle. Pas quand tu payais les dîners, pas quand tu jouais au protecteur, pas même quand elle murmurait « J'ai besoin de toi », parce que le besoin n'est pas une reddition. C'est une négociation. Et les hommes, ils négocient avec leur propre illusion. L'illusion que ses larmes signifient qu'elle est brisée. Elles ne le sont pas. Elles signifient qu'elle communique. L'illusion que sa soumission est une victoire. Ce n'est pas le cas. C'est un choix. Nietzsche l'a dit crûment, tout en la femme a une seule solution, la grossesse. Mais oublie le choc. Regarde le fond. Ce qu'il disait, c'est que la biologie est une stratégie. Et les hommes qui ignorent cela ne perdent pas contre les femmes. Ils perdent contre leur propre aveuglement. Alors, où cela te laisse-t-il? À un carrefour. Tu peux continuer à t'accrocher aux contes de fées, à croire que les femmes sont des anges ou des démons. Ou tu peux faire ce que la nature exige, voir clair. Non pas pour les haïr, mais pour respecter le jeu. Parce que le jeu ne changera pas. Mais toi, tu le peux. Allons plus loin. On t'a appris que la vulnérabilité est une force. Que s'ouvrir, c'est noble. Nietzsche aurait ri de cette faiblesse moderne. La vraie force? Voir le jeu tel qu'il est, et choisir d'y jouer en conscience. Les femmes ne respectent pas la vulnérabilité. Elles respectent la vulnérabilité maîtrisée. L'homme qui partage juste assez pour créer l'intimité, mais jamais au point de perdre le contrôle. C'est une vérité brutale que la psychologie moderne confirme, mais n'ose jamais dire à voix haute. Réfléchis, quand une femme te teste par le silence, la jalousie, le retrait. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'évolution. Ce sont les mêmes tests qu'elles utilisent depuis des millénaires pour distinguer les forts des faibles. L'homme qui la poursuit quand elle s'éloigne échoue. Celui qui reste impassible réussit. Nietzsche avait compris cette danse primitive. Toute la nature de la femme est une solution au problème de comment prendre la position faible en apparence tout en étant forte. Les hommes modernes s'effondrent face à ces tests. Parce qu'ils ont été conditionnés par les romans d'amour et les fins Disney. Ils croient que la persistance est une preuve d'amour. Ce n'est pas le cas. C'est une preuve de dépendance. Et la dépendance est le plus puissant des répulsifs. Regarde ce qui se passe quand un homme intègre vraiment cette vérité. Il cesse de craindre les humeurs féminines. Il cesse de voir son comportement comme un jugement de sa valeur. C'est là que la dynamique de pouvoir s'inverse. Non par domination, mais par maîtrise de soi. Voici ce que Nietzsche voulait vraiment dire sur les femmes. Elles sont le test ultime de réalité. Quand un homme fait d'une femme son but, il a déjà perdu. Mais quand il fait de la maîtrise de soi son but, il devient indéniable. Pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il a compris la plus vieille vérité de toutes. Le seul amour qui vaut la peine est celui donné librement à un homme qui n'en a pas besoin pour se sentir complet. Le monde moderne des relations est un champ de mines. Des dynamiques de pouvoir invisibles que la plupart des hommes ne voient même pas. Nietzsche l'avait anticipé, la manière dont la civilisation allait adoucir les hommes tout en aiguisant l'instinct féminin. Pendant que les hommes construisaient des vies confortables, les femmes conservaient leurs compétences ancestrales, lire les micro-expressions, détecter la dépendance, sentir les glissements de pouvoir en un seul regard. Ce n'est pas une conspiration, c'est de la biologie évolutive, raffinée par des siècles de nécessité. Ce qu'on ne t'enseigne pas, c'est que chaque interaction romantique est une négociation cachée. Quand elle te demande « À quoi tu penses ?», ce n'est pas une simple question. C'est une sonde émotionnelle. Quand elle retire son affection après une dispute, ce n'est pas de la mesquinerie. C'est l'expression ultime du pouvoir féminin, l'accès sélectif. Nietzsche l'avait saisi, les femmes comprennent la valeur de la rareté mieux que n'importe quel économiste. La marchandise, leur attention. Le prix, ton autonomie. Ironie douloureuse, la plupart des hommes paient ce prix volontairement. Et appellent ça de l'amour. Ils confondent obsession et passion, attachement et dévotion. Mais voici la vérité inconfortable. L'attraction réelle ne peut coexister avec la dépendance. Le jour où un homme fait d'une femme son centre émotionnel, il devient prévisible. Et la prévisibilité, c'est la mort du désir. Nietzsche l'a dit, le véritable homme de connaissance doit pouvoir aimer ses ennemis. Mais aussi haïr ses amis. Car le vrai pouvoir réside dans la souveraineté émotionnelle. La psychologie moderne contourne cette vérité avec des platitudes sur l'attachement sain. Mais la nature va plus loin. Tout attachement est une vulnérabilité. La vraie question n'est pas « dois-tu te connecter ?», mais « peux-tu te connecter sans te perdre ?» La plupart des hommes échouent à ce test. Spectaculairement, ils deviennent soit dominateurs,
une surcompensation transparente, soit suppléant, une confession de faiblesse. Le rare homme qui trouve l'équilibre devient magnétique, non parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il est réellement indifférent au résultat. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la possession de soi. Le mensonge le plus dangereux que les hommes modernes croient, que l'égalité signifie la similitude. La nature se moquerait de cette naïveté. Hommes et femmes sont des organismes différents, façonnés par des pressions évolutives différentes. Prétendre le contraire, c'est se rendre aveugle à la réalité. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui reflète leurs schémas émotionnels. Elles désirent un homme qui reste ferme dans son essence masculine, tout en respectant sa nature féminine. Ce n'est pas une question de domination, c'est une question de polarité. Cette tension électrique entre les opposés, c'est elle qui rend la passion possible. Regarde autour de toi, des couples sans passion, des relations tièdes, des vies partagées sans frisson. Pourquoi tant d'hommes et de femmes s'installent dans une coexistence fade? Parce qu'ils ont sacrifié la tension, le mystère, la danse des opposés. Au nom du confort, Nietzsche l'avait vu venir. Il parlait des derniers hommes, ceux qui préfèrent la sécurité à la vitalité. Mais le féminin ne répond pas à la sécurité. Il répond à la force qui ne menace pas, à la confiance qui ne domine pas, à la présence qui ne suffoque pas. C'est le fil du rasoir. Peu d'hommes apprennent à marcher dessus. Voici ce que ton père ne t'a jamais enseigné. Le respect d'une femme se mérite chaque jour. Pas par des gestes spectaculaires, mais par une constance silencieuse. Pas par des mots, mais par ton être. L'homme qui comprend cela ne cherche plus à prouver. Il devient simplement indéniable. Il réalise que le désir féminin ne se déclenche pas par ce qu'il fait pour elle, mais parce qu'il est sans elle. C'est la volonté de puissance appliquée à l'amour. Non pas le pouvoir sur l'autre, mais le pouvoir sur soi. Le drame des romances modernes? Les hommes cherchent la complétude là où ils devraient chercher la complémentarité. Ils veulent qu'une femme remplisse leur vide, au lieu de rencontrer leur plénitude. Cette inversion garantit l'échec. Nietzsche l'avait vu, ce n'est pas le manque d'amour qui détruit les mariages, mais le manque d'amitié. Et ici, l'amitié ne signifie pas confort platonique. Elle signifie respect mutuel entre deux êtres entiers qui se choisissent chaque jour, non par besoin, mais par désir. Et les « gentils garçons », ils ne sont pas gentils, ils sont calculateurs. Nietzsche avait déjà percé leur complexe de martyr, bien avant que la psychologie ne lui donne un nom. Il ne donne pas par altruisme, il donne par contrat, un contrat silencieux, j'ai été gentil, donc tu me dois. Et les femmes le sentent. Toujours, c'est pourquoi la gentillesse authentique attire, mais les contrats cachés repoussent. La crise actuelle des relations vient de là, des hommes qui ont abandonné la vraie masculinité, sans jamais comprendre la vraie féminité. On a créé des générations d'hommes. 1. Agressifs et dominateurs, confondant force et brutalité. 2. Passifs et désolés, confondant gentillesse et faiblesse. 3. Manipulateurs et rancuniers, la pire combinaison. La solution selon Nietzsche? Devenir l'homme qui transcende cette fausse dichotomie. À la fois doux et inébranlable. À la fois compatissant et ferme. Ce n'est pas changer qui tu es. C'est devenir ce que tu es capable d'être. Les femmes ne veulent pas des hommes parfaits. Elles veulent des hommes réels. Imparfaits mais authentiques. Forts mais en évolution. Le drame? La peur du rejet pousse les hommes à ne jamais montrer leur vrai visage. Ils jouent l'alpha ou le bêta. Mais les deux sont des masques. Nietzsche appelait cela vivre en dessous de soi-même. Le plus grand péché contre son propre potentiel. Voici ce qu'on ne te dit jamais. Le test ultime d'une femme n'est pas ta réussite, mais ta congruence. Ton extérieur reflète-t-il ton intérieur? Tes paroles sont-elles alignées avec tes actes? Cette congruence détermine ton succès amoureux bien plus que n'importe quelle technique de séduction. Les femmes ont un sixième sens pour l'incongruence. C'est pourquoi le « fake it till you make it » échoue toujours à long terme. La voie à suivre? Pas des astuces pour manipuler, mais la discipline pour te maîtriser. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir intégré. C'est ce que Nietzsche voulait dire par « deviens ce que tu es ». Pas une version polie, mais ton expression la plus authentique. Ironiquement, c'est aussi ce qui rend un homme irrésistible. Non parce qu'il essaie de l'être, mais parce qu'il a cessé d'essayer d'être autre chose que lui-même. La plus grande faiblesse de l'homme moderne? Son addiction à la validation féminine. Nietzsche voyait déjà cette maladie se répandre. Des hommes mesurant leur valeur à l'approbation des femmes, comme des junkies émotionnels en quête de leur prochaine dose. Mais voici la réalité brutale, la validation est l'opposé du respect. Plus tu cherches son approbation, moins elle t'admire. Ce n'est pas de la cruauté féminine. C'est la nature humaine. On valorise ce qu'on doit mériter, pas ce qui se jette à nos pieds. Regarde ce paradoxe. Les hommes qui se soucient le moins d'attirer les femmes les attirent le plus, pas parce qu'ils jouent un rôle, mais parce qu'ils sont réellement absorbés par une mission plus grande que la romance. Nietzsche appelait cela avoir un pourquoi qui peut supporter n'importe quel comment. Quand le but d'un homme dépasse ses relations, il devient magnétique. Non par stratégie, mais par conséquence naturelle. Le drame? La plupart des hommes découvrent cette vérité trop tard. Après des années à courir, à jouer, à se contorsionner pour correspondre à ce qu'ils croient que les femmes veulent. Ils deviennent des caméléons humains,
changeant de couleur à chaque rencontre, jusqu'à ne plus se reconnaître eux-mêmes. Nietzsche avait prévenu, personne ne peut construire le pont sur lequel tu dois traverser la rivière de la vie. Personne sauf toi. Voici le secret que les performeurs d'élite et les philosophes anciens ont compris. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont quelque chose de plus important qu'elles dans leur vie. Pas comme tactique, mais comme réalité existentielle. C'est pourquoi les plus grands amants de l'histoire étaient des hommes de substance. Des artistes, des guerriers, des penseurs, des bâtisseurs. Pas parce qu'ils suivaient des conseils de séduction, mais parce qu'ils étaient trop occupés à créer pour chercher l'approbation. La voie à suivre? Pas des phrases toutes faites, pas des postures, mais un engagement total envers ta propre croissance. C'est ce que Nietzsche appelait le dépassement de soi. Non pas la destruction du désir, mais sa transformation en quelque chose de plus grand. L'homme qui y parvient ne court pas après les femmes. Il les attire naturellement, parce qu'il a cessé de les placer au centre de son univers. Le mythe moderne le plus dangereux? Que l'amour devrait être facile. La nature appellerait cela la décadence ultime. Croire que ce qui vaut la peine ne devrait pas exiger de lutte. La vraie connexion ne se trouve pas dans les zones de confort. Elle se forge dans le feu du défi et de la croissance. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui rend la vie plus facile. Elles veulent un homme qui la rend plus significative. C'est pourquoi les plus grandes histoires d'amour de l'histoire ont toujours été des partenariats d'élévation mutuelle, jamais de cocooning mutuel. Les hommes modernes ont avalé un poison. Croire que la vulnérabilité, c'est se vider émotionnellement. Confondre le trop-plein avec l'intimité, la faiblesse avec l'authenticité. Nietzsche l'avait vu venir, la démocratisation de la faiblesse. La vraie force, ce n'est pas cacher ses émotions, c'est les maîtriser. L'homme qui peut s'asseoir dans l'inconfort sans avoir besoin de se justifier ou de se mettre en scène. C'est lui qui inspire le respect, pas par domination, mais par contenance intérieure. Ce que les gourous de la séduction ne te diront jamais, l'attraction d'une femme n'est pas statique. C'est une réponse évolutive à ta propre évolution. L'homme qui cesse de grandir, qui devient prévisible, devient lentement invisible. Nietzsche l'avait compris, il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir enfanter une étoile dansante. Les hommes les plus attirants ne sont pas ceux qui ont tout compris, mais ceux qui sont clairement en ascension. Agités, curieux, toujours en devenir. Et voici l'ironie ultime. Plus tu te concentres sur ta propre transformation, moins tu t'inquiètes des techniques de séduction. Non pas parce que tu cesses de t'intéresser aux femmes, mais parce que tu commences à t'intéresser davantage à ton propre potentiel. C'est l'inversion que peu d'hommes atteignent. Passer de relations basées sur le besoin à des connexions fondées sur le choix. De « je suis avec toi parce que j'ai besoin de toi » à « je te choisis parce que je le veux ». Ce basculement change tout. Pas seulement ta vie amoureuse, mais ton existence entière. Le monde moderne des relations repose sur un mensonge fondamental, que les désirs masculins et féminins sont identiques. La nature a déchiré cette illusion avec une précision chirurgicale. Les femmes ne désirent pas ce que les hommes désirent. Et refuser de reconnaître cette différence transforme les relations en champ de bataille silencieux. Le féminin ne veut pas être traité comme un copain. Il veut être rencontré avec une clarté masculine. Pas de domination, mais de décision. Pas de contrôle, mais du leadership. Ce ne sont pas des constructions sociales. Ce sont des impératifs biologiques, affinés par des millénaires d'évolution. Et voici ce que personne n'ose admettre. Le test ultime d'une femme n'est ni ton salaire, ni ton statut. C'est ta capacité à rester centré sous pression. Quand la vie s'effondre, quand les émotions débordent, est-ce que tu restes ancré? Ou est-ce que tu te dissous dans le chaos? Nietzsche vénérait le stoïcisme, non comme une répression émotionnelle, mais comme la maîtrise de son monde intérieur. L'homme qui traverse les tempêtes sans se perdre inspire un respect qu'aucun compte en banque ni aucun corps sculpté ne peut acheter. Les femmes ne tombent pas pour la stabilité, elles tombent pour la force forgée dans l'adversité. Le drame de la masculinité moderne? Les hommes ont été éduqués à chercher la permission là où ils devraient revendiquer leurs responsabilités. Ils hésitent, négocient, doutent, quand ils devraient agir avec conviction. La nature appelle cela la paralysie de la volonté, la malédiction de l'intellectualisation excessive qui stérilise l'instinct. Observe la réaction d'une femme quand un homme cesse de demander « Est-ce que c'est ok ?» et commence à déclarer « Voici qui je suis ». Ce passage de la quête d'approbation à la possession de soi est le moment où l'attraction s'enflamme, ou s'éteint. Il n'y a pas de juste milieu. Nous sommes à un point de rupture culturelle. Les hommes doivent choisir. Continuer à s'accrocher au fantasme de l'égalité sans effort ou reconnaître les vérités profondes sur la polarité et le pouvoir. Ce n'est pas une régression, c'est une évolution. Les relations qui survivront dans cette nouvelle ère ne seront pas celles fondées sur la bienséance, mais celles forgées dans l'authenticité brute. Là où les hommes osent être des hommes, et les femmes peuvent répondre à cette énergie sans s'excuser. Dernier mot de Nietzsche, deviens ce que tu es, et aie le courage de le rester. Le reste n'est que commentaire. Le mensonge le plus toxique des relations modernes? Que l'amour signifie l'acceptation inconditionnelle. Nietzsche appellerait cela la philosophie du lâche. L'espoir désespéré d'être aimé sans être digne. Voici la vérité brutale que ton thérapeute ne te dira pas. L'amour est toujours conditionnel.
Pas dans un sens marchand, mais dans l'exigence silencieuse que tu dois continuellement mériter le respect par tes actes. Les femmes ne veulent pas un projet, elles veulent un partenaire qui les inspire. Le jour où tu cesses de grandir reste le jour où tu commences à mourir dans ses yeux. Les hommes modernes ont été conditionnés à croire que la féminité est fragile. Rien n'est plus faux, le féminin est la force la plus puissante de la nature. Elle enfante des civilisations, façonne des cultures, et décide quelle lignée génétique perdure. Nietzsche l'avait vu, les femmes sont plus philosophiques que les hommes. Pas dans les débats académiques, mais dans leur compréhension instinctive des courants profonds de la vie. Le féminin ne demande pas protection. Il exige d'être rencontré par une énergie masculine égale, qui ne s'effondre pas sous son poids. Voici ce que le « red pill » rate. Devenir alpha ne signifie pas dominer les femmes. Cela signifie être si ancré dans sa mission que sa présence devient un complément, et non une complétude. Le véritable homme puissant ne craint pas la force féminine. Il s'en nourrit, il comprend qu'une femme de grande valeur le testera sans relâche. Pas pour le briser, mais pour révéler s'il est assez fort pour la mériter. Ces tests ne sont pas de la manipulation. Ce sont le système ancestral de contrôle qualité du féminin. Échoue, et tu ne sauras jamais pourquoi elle s'est détournée. Réussis, et tu débloques une connexion que la plupart des hommes ne font que fantasmer. L'ultime vérité nietzschéenne, la qualité de tes relations reflète la qualité de ton caractère. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Quand un homme se plaint de ne rencontrer que des femmes toxiques, il révèle bien plus sur lui-même qu'il ne le pense. Le marché des relations est brutalement efficace pour faire correspondre l'énergie à l'énergie. Tu veux de meilleurs partenaires ? Deviens un meilleur homme, pas comme stratégie, mais comme manière d'être. Les hommes ne sont pas détruits par la haine, mais par l'amour. Van Gogh, Nietzsche, Schopenhauer, ils n'ont pas été brisés par leurs ennemis. Ils ont été doucement étouffés, par celle qui disait les aimer. Tu crois qu'elle te soutient, mais chaque jour, ton ambition s'efface, ton feu se calme, ton instinct se tait. Et tu te demandes, à quel moment ai-je cessé d'être moi ? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 6 archétypes féminins qui transforment les lions en chiens dociles, et comment reconnaître celles qui ne t'élèvent pas, mais te remplacent, parce que les plus grandes défaites ne viennent pas du combat, elles viennent de la reddition. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Imagine, Vienne, 1823. Un jeune Franz Schubert, silhouette courbée, pianote dans la pénombre. Ses doigts invoquent des mélodies qui survivront aux empires. Mais derrière lui, Marie, elle ne comprend pas sa musique. Elle ne s'en soucie pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce que son génie dit d'elle. Les robes qu'il finance, l'épuisement qui le rend docile. Et Schubert, comme tant d'hommes brillants, ne voit rien. Pas avant que les nuits de création deviennent des disputes. Pas avant que sa santé cède. Pas avant qu'il meure à 31 ans, ruiné, inachevé. Et qu'elle parte avant que son corps refroidisse. Schopenhauer l'avait vu. Il écrivait « Les femmes sont faites pour éduquer les enfants. Parce qu'elles sont elles-mêmes enfantines, frivoles et à courte vue. » Cruel ? Peut-être. Mais regarde l'histoire. Ce schéma se répète. Encore. Et encore. Elle ne vient pas avec une alerte rouge. Elle semble douce. Encourageante. Trop encourageante. Elle aime tes rêves. Tant qu'ils ne la dérangent pas. Elle applaudit ton ambition. Jusqu'à ce qu'elle exige des sacrifices. Et quand ton succès commence à briller plus fort que le sien. Elle attaque. Phase 1. Le miroir. Tu écris un roman ? Moi aussi je vais peindre. Elle ne peindra jamais. Phase 2. La fusion. Tes objectifs deviennent nos objectifs. Puis deviennent égoïstes. Tu travailles trop. Tu ne nous aimes plus. Phase 3. La corrosion. Retard. Distraction. Guilt trip déguisé en tendresse. Tu es toujours fatigué. Peut-être que tu devrais arrêter. Ce n'est pas une théorie. Nietzsche, vidé par Lou Salomé. Van Gogh, ruiné par sien, prostituée et bourreau. Henri VIII, roi aveuglé, trahi par Anne Boleyn. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. C'est maintenant, c'est toi, si tu n'ouvres pas les yeux. Comment repérer la sangsue avant qu'elle morde ? Test 1, l'ambition. Demande-lui, qu'est-ce que tu sacrifierais pour ton rêve ? Si elle dit toi, fuis. Une femme sans mission fera de la tienne son otage. Test 2, l'audit du temps. Compte les heures perdues en nous versus celles investies en toi. Si elle grignote ton pic de productivité sous prétexte de connexion, ce n'est pas une amante, c'est une taxe. Test 3, le legs. Imagine-toi à 80 ans. La regarderas-tu avec gratitude, ou avec rancune pour le chapitre qu'elle t'a volé ? Schopenhauer proposait une solution radicale. Évite les femmes qui exigent ton avenir comme prix de leur présence. Mais il n'a identifié qu'un seul type. Et si je te disais qu'il y en a 5 autres ? Des femmes qui ne te vident pas lentement, mais te détruisent d'un seul coup. Il existe une forme de cruauté que les hommes ne voient jamais venir. Pas la rage explosive, mais la lame froide, glissée entre les côtes quand tu saignes déjà. Schopenhauer l'avait compris, ce genre de malice n'est pas inné. Il est enseigné, les hommes se battent à découvert. Les femmes, elles, apprennent à tuer en silence.
Et la plus dangereuse d'entre elles, la traîtresse. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle sourit, elle écoute, elle attend. Lord Byron, poète romantique, libertin flamboyant, mais derrière les vers, une lente exécution. Annabella Milbank, sa femme. D'abord, elle joue la complice. Elle soigne ses humeurs, elle flatte son génie. Puis, quand les dettes s'accumulent, quand sa réputation vacille, elle frappe. Accusation de folie, de perversion. Elle ne le quitte pas, elle le détruit, et toute l'Angleterre applaudit. Byron, exilé, écrit « Le mensonge le plus cruel est celui enveloppé de tendresse ». 3 étapes, 3 pièges. 1. L'illusion de sécurité. Elle devient ton refuge. Tu lui confies tes peurs, tes failles, tes hontes. Et elle les serre contre elle, jusqu'à en posséder ton âme. 2. La patience de l'araignée. Elle attend, pas quand tu es fort, mais quand tu es à genoux, mort d'épuisement, brisé par le deuil, ruiné par le doute. 3. La torsion du couteau. Elle ne t'attaque jamais frontalement. Elle distille tes secrets. Elle manipule ton entourage. Elle transforme ta douleur en preuve contre toi. Schopenhauer appelait ça la tyrannie des faibles. Une femme qui ne peut te vaincre physiquement apprend à te détruire socialement. Nietzsche écrivait « Quand tu regardes l'abîme te regarde. La traîtresse est cet abîme. Elle t'étudie, elle te reflète, elle devient l'écho de tes insécurités, avant de les briser dans tes mains. » Oscar Wilde, intouchable, brillant, puis vient Lord Alfred Douglas. Et sa mère, la marquise de Queensberry. Pas de confrontation, juste une illusion de victoire, avant que la loi ne soit retournée contre lui. Prison, exil, mort dans l'oubli. Elle n'est pas dans les livres d'histoire. Elle est dans tes messages privés. C'est la copine qui enregistre tes crises et les publie quand tu veux partir. C'est la femme qui dépose une plainte le jour où tu perds ton emploi. C'est la collègue qui rit à tes blagues et les utilise pour te faire virer. Schopenhauer avertissait, plus la vie d'un homme repose sur sa réputation, plus une femme peut le détruire. Et aujourd'hui, la réputation est monnaie. 3 tests de survie. 1. Le test du secret. Confie-lui une faiblesse. Observe sa réaction. Si elle compatit, tout en soulignant ton défaut, je ne te juge pas. Mais c'est quand même grave. Elle est en train de te cartographier. 2. L'audit de loyauté. Regarde comment elle traite ceux qui ne lui servent à rien. Si elle trahit les autres, elle te trahira. 3. La simulation de crise. Imagine ta vie qui s'effondre. Perte d'emploi, maladie, scandale. Est-ce qu'elle reste ou est-ce qu'elle allume l'allumette? Schopenhauer proposait une solution brutale. Ne jamais donner à une femme le pouvoir de te ruiner. Indépendance financière. Aucune femme ne doit contrôler ton argent, ton toit, ton nom. Armure de réputation. Construis une vie que même une accusation ne peut effacer. Détachement émotionnel. Aime, mais ne dépend jamais, car un homme qui a besoin de l'approbation d'une femme lui tend déjà le couteau. Mais, et si le danger n'était pas la trahison? Et si le poison le plus insidieux était celui qui ne te détruit pas, mais te remplace? Il existe un vol plus intime que l'argent, plus violent que les secrets. Le vol de ton essence. Schopenhauer voyait ce crime comme profondément féminin. Pas parce que les femmes sont mauvaises, mais parce que la société leur enseigne l'art de remodeler. Pas de confronter. Elle ne t'aime pas, elle aime ce qu'elle peut faire de toi. Et si tu résistes, elle ne te brise pas. Elle t'efface, et installe un pantin dans ta peau. L'histoire murmure leur nom dans les ruines des grands hommes. Paris, 19e siècle. Auguste Rodin n'est pas encore un titan. Il est affamé, hanté par le besoin de sculpter la passion brute. Puis vient Rose Beuret, dévouée, douce, inspirante. Mais lentement, elle polit son art. Les formes deviennent lisses, la rage devient tendresse. Quand il sculpte le baiser, son style n'est plus sauvage. Il est vendable. Rose ne l'a pas soutenu. Elle l'a édité. Et quand Camille Claudel, amante et génie, tente de le ramener à sa vérité, Rose l'a fait interner. Rodin survit, mais son âme est creuse. L'imposteur ne détruit pas, elle refait. 3 étapes. 1. L'appât. Elle identifie ton manque, validation, appartenance, mission. Et se présente comme la réponse. Avec moi, tu seras enfin vu. 2. Le ciseau. D'abord, une remarque. Cette chemise ne te va pas. Puis, tes amis te freinent. Enfin, tu serais plus heureux si tu abandonnais ta passion. 3. La contrefaçon. Ton ancienne vie devient un brouillon jeté. Ton style, tes loisirs, ton langage. Tout porte ses empreintes. Schopenhauer écrivait « Les femmes veulent être dirigées par un homme qui fait ce qu'elles veulent. L'imposteur ne veut pas un leader. Elle veut un projet. » Nietzsche, le philosophe du pouvoir, fut lui-même réécrit par sa sœur, Elisabeth. Après sa chute mentale, elle prend ses manuscrits. Elle ne les publie pas. Elle les transforme, et fait de Nietzsche un emblème nazi. L'homme qui haïssait les masses devient leur mascotte. Voilà l'horreur ultime. Elle ne change pas seulement l'homme. Elle change sa mémoire. Elle ne porte pas de cape noire. Elle porte des leggings et un sourire Pinterest. C'est la copine qui te rebrande, jusqu'à ce que ton Instagram ressemble à celui de son par exemple. C'est la femme qui te pousse à quitter ta start-up pour un job corporate. Le même que celui de son père. C'est la muse qui t'inspire, à condition que son visage soit sur chaque toile. Schopenhauer l'avait vu venir. Le plus grand talent d'une femme, te faire croire que ses idées sont les tiennes. Comment la repérer avant de disparaître?
1. Le test de l'écho. Écoute ces phrases. On devrait déménager. On doit s'habiller plus mature. Elle ne voit pas un homme. Elle voit une matière première. 2. L'audit du passé. Regarde tes anciennes photos, mails, journaux. Ton toi actuel est-il une évolution ou une greffe étrangère? 3. Le test de résistance. Ressort une vieille passion, une opinion controversée, un hobby enfantin. Est-ce qu'elle t'encourage ou est-ce qu'elle te punit par le silence, le sarcasme, la manipulation? La solution de Schopenhauer était brutale. Un homme doit garder une pièce dans son âme, où aucune femme n'est admise, pas même en pensée. Le noyau non négociable définit 3 traits qui font de toi. Toi, ne les échange jamais contre de l'amour. Le rituel d'isolement, passe du temps seul, dans un lieu qu'elle n'a pas décoré. Un bar miteux, un sentier de randonnée, un atelier poussiéreux, reconnecte avec ton toit brut. Le réseau fantôme, garde des amis d'avant elle. Ils sont ton fil d'Ariane vers l'homme que tu étais. Mais, et si le danger n'était pas la transformation? Et si le poison le plus insidieux était celui qui ne te remodèle pas, mais te dévore? Il existe une faim que l'amour ne peut apaiser. Pas parce qu'elle est brisée, mais parce qu'elle est sans fond. Schopenhauer ne voyait pas ce type de femme comme simplement toxique. Il la voyait comme cosmiquement dangereuse. Elle ne cherche pas un partenaire. Elle cherche un sacrifice. Et elle ne s'arrêtera pas tant que chaque parcelle de ton énergie, de ton temps, de ton identité n'aura été digérée dans son abîme. L'histoire ne retient pas leur nom. Elle retient les ruines qu'elle laisse derrière elle. En 1927, Salvador Dali rencontre Gala. Au début, elle semble parfaite, brillante, ambitieuse, inspirante. Mais peu à peu, quelque chose de monstrueux se révèle. Gala ne l'inspire pas, elle le consomme. Elle devient son seul public, son filtre, son bourreau. Les premières œuvres de Dali étaient des éclairs de folie pure. Mais sous l'influence de Gala, son art devient une usine. Des copies fades de son propre génie. Pourquoi? Parce que Gala exigeait le luxe. Et le vrai Dali ne payait plus assez. Elle l'isole, elle le contrôle, elle le transforme en caricature. Et quand il meurt, il est déjà vide, peignant des toiles blanches pour de l'argent. Pendant que le fantôme de Gala dicte encore ses gestes. Elle ne prend pas, elle remplace. 1. L'hameçon. Elle reflète tes passions avec une précision terrifiante. Tu es écrivain? J'ai toujours voulu aider quelqu'un à finir son roman. Elle ne l'a jamais fait. 2. L'infusion. Tes loisirs deviennent les siens. Tes amis deviennent les siens. Ton argent finance sa vie. Et si tu résistes, après tout ce que j'ai fait pour ton art, tu ne veux même pas que je gère tes finances? 3. L'érosion. Un jour, tu te réveilles. Et tu n'as plus de toi. Tes rêves sont soumis à son approbation. Ton temps est à sa disposition. Ta voix, à son silence. Schopenhauer avertissait, les femmes confondent possession avec amour. Et consommation avec dévotion. Le vide ne chasse pas. Il infeste. Ernest Hemingway, symbole de virilité brute. Dévorée par Mary Welsh, sa 4e femme. Au début, elle l'aide. Elle édite. Elle conseille. Puis elle exige. Elle coupe des chapitres entiers. Réécrit ses fins. L'isole de ses pairs. Quand Hemingway se suicide, sa prose est devenue confuse, gonflée, désarticulée. Comme son esprit, le vide ne te brise pas physiquement. Il te dissout de l'intérieur. Elle ne crie pas, elle murmure. C'est la copine qui t'aide en prenant le contrôle de ton agenda. Jusqu'à ce que tu réalises que tu n'as plus vu tes amis depuis des mois. C'est la femme qui exige un compte commun. Puis le vide en shopping, tout en te traitant de tyran quand tu poses une question. C'est la muse qui veut un accès total à ton processus créatif. Avant de te poursuivre en justice pour co-création. Schopenhauer l'avait vu venir. L'amour féminin est souvent un amour de propriété déguisé. 3 tests pour survivre au vide. 1. Le test du calendrier. Note combien de temps tu passes sur ses priorités. Et combien sur les tiennes. Si chaque heure libre est absorbée par ses urgences, tu n'es pas en couple. Tu es cultivé. 2. L'audit des ressources. Compare ce que tu investis en elle. Et ce que tu investis en toi. Si le déséquilibre est flagrant, elle n'est pas une partenaire. C'est une taxe. 3. L'expérience du silence. Pendant une semaine, refuse de répondre à ses petites demandes. Si elle réagit par la colère, la culpabilité ou des crises inventées. Tu ne fais pas face à l'amour. Tu fais face à un sevrage. Aucun homme ne peut remplir une coupe sans fond. Et aucune femme qui exige ce remplissage ne mérite une seule goutte. Le périmètre de fer définit des limites non négociables, temps, argent, création, et défends-les sans excuse. Le test d'isolement, déconnecte-toi régulièrement. Si elle te punit pour ça, ce n'est pas une amante. C'est une geôlière. Le prisme du legs. Demande-toi, si je mourais aujourd'hui, ma tombe dirait-elle, partenaire de X? Ou le nom de ce que j'ai construit? Mais, et si le danger n'était pas la consommation? Et si le poison le plus insidieux était celui qui ne te vide pas, mais te contamine? Il existe une damnation particulière, réservée aux hommes qui confondent euphorie et amour. Une paralysie douce, lente, sucrée. L'esprit drogué par sa propre dopamine. Schopenhauer reconnaissait cet archétype comme le plus insidieux de tous. La femme qui ne conquiert pas par la force, mais par la sensation. Elle arme le plaisir. Chaque baiser contient un poison. Chaque caresse, une corrosion.
Et peu à peu, ta volonté, ton jugement, ton âme s'effacent. Les plus grands esprits de l'histoire se sont échoués sur ces rivages. En France, au XVIIIe siècle, le marquis de Sade n'était pas qu'un libertin. C'était un philosophe du désir. Un homme qui voulait exposer la mécanique brute du plaisir humain. Mais même lui fut dépassé par Madame de Sanon. Noble, légendaire, ses salons étaient des pièges dorés. Au début, son monde était enivrant. Vin à l'opium, débauche murmurée, le frisson d'être choisi par la femme la plus dangereuse de Paris. Mais ceux qui restaient trop longtemps découvraient l'horreur. Leur capacité à ressentir la joie ordinaire disparaissait. La nourriture devenait fade sans ses épices. La musique creuse sans son ambiance. Même leur passion passée, livres, art, philosophie, semblait puérile face à son univers électrique. Quand de Sade comprit le piège, il était déjà prisonnier, esclave de son propre cerveau reprogrammé, toujours en quête de sa prochaine dose. Même ruiné, il restait accro. Voilà le génie de la sirène. Elle ne t'enchaîne pas, elle pirate ton système de récompense. L'appât, elle t'offre un plaisir si précisément taillé dans tes manques secrets, que tu crois au destin. Tu n'as jamais été vraiment vivant. Laisse-moi te montrer. 2. L'hameçon. Elle se lie aux états de pic, sexe, drogue, adrénaline. Ton cerveau l'associe à la félicité elle-même. 3. La pourriture. La vie normale devient insupportable. Tes amis te semblent ternes, ton travail vide. Tu ne te sens réel qu'en sa présence. Alors tu abandonnes tout, pour une autre dose. Schopenhauer avertissait, plaisez à l'appât, mais le crochet est l'âme. La sirène n'a pas besoin d'être belle. Elle doit être puissante. Lord Byron, poète rebelle, rencontra Lady Caroline Lamb. Elle ne l'a pas séduit par la beauté, mais par le chaos. Balade à cheval à minuit. Scandale public. Théâtre suicidaire. Quand Byron tenta de fuir, elle lui envoya des lettres écrites avec son propre sang. Sa poésie, autrefois acérée, devint un délire d'obsession et d'autodestruction. Il quitta l'Angleterre, écrivant « Elle a transformé mon esprit en foire aux monstres et fait payer l'entrée. » La sirène ne brise pas les hommes. Elle les démonte. Elle ne vit pas dans un roman gothique. Elle est dans ta salle de sport. Tes messages privés, ton retrait de bien-être. C'est la fille qui t'initie à la cocaïne, juste pour essayer. Puis contrôle ton approvisionnement. C'est la guérisseuse tantrique qui brouille les limites professionnelles. Jusqu'à te faire payer 500 $ l'heure pour réaligner ton énergie. C'est la muse polyamoureuse qui exige que tu désapprennes la jalousie. Tout en monopolisant ton cœur. Schopenhauer l'avait vu venir. Le pouvoir féminin ne réside pas dans le refus du plaisir, mais dans sa distribution. Comment la repérer avant d'être accro ? 1. Le test du sevrage. Passe un mois sans elle. Te sens-tu lucide ou vidé ? Si l'absence ressemble à une désintoxication, tu n'es pas amoureux. Tu es dépendant. 2. L'audit des coûts. Liste ce que tu as sacrifié, santé, argent, amitié. Demande-toi, ferait-elle la même chose pour toi ? 3. Le plaisir fantôme. Explore ton vice sans elle. Si la cocaïne te semble fade sans sa main, ce n'est pas une partenaire. C'est une fournisseuse. La solution de Schopenhauer était clinique. Pour affamer un parasite, il faut d'abord cesser de le nourrir. Le jeûne dopaminique. 90 jours sans contact, sans fantasme, sans substitut. L'inventaire du plaisir. Réapprends à savourer les expériences brutes. Un livre, un entraînement, un lever de soleil, sans elle comme intermédiaire. Le protocole du témoin. Confie ton addiction à un ami qui a survécu à sa propre sirène. La honte meurt à la lumière. Mais, et si le danger n'était pas le plaisir ? Et si le poison le plus insidieux était celui qui ne t'enivre pas, mais qui prétend être Dieu ? Il existe une forme d'enfer réservée aux hommes qui confondent amour et dévotion. Pas le tourment brûlant de la passion, mais le vide froid, sans air, d'un sanctuaire. Schopenhauer identifiait cet archétype comme le plus dangereux spirituellement. La femme qui ne veut pas un partenaire, mais une congrégation. Elle ne sera satisfaite que lorsque tes genoux seront usés par la prière, ta voix éteinte par les mantras et ton identité dissoute dans l'acide de son droit divin. Les hommes les plus puissants de l'histoire se sont effondrés devant ces déesses autoproclamées. Berlin, année 1920. Carl Jung, psychologue légendaire, se laisse envoûter par une femme qui n'est ni amante, ni muse, mais quelque chose de bien plus périlleux. Toni Wolff, brillante, énigmatique, convaincue de sa propre importance cosmique. Au début, Jung est fasciné par ses idées sur la mythologie et l'inconscient. Mais leur partenariat intellectuel se transforme. Wolff devient son oracle. Elle interprète ses rêves avec autorité. Elle dicte ses patients, ses théories, ses choix. Quand Jung résiste, elle retourne sa propre philosophie contre lui. Si tu crois en l'anima, tu dois te soumettre à sa sagesse. Ma sagesse. Quand il se libère enfin, son œuvre est truffée de ses intrusions. Sa réputation liée à son culte. Voilà le chef-d'œuvre de l'idole. Elle ne demande pas juste la loyauté. Elle réécrit ta théologie. 1. La révélation. Elle se présente comme illuminée. Chaque opinion devient prophétie. La plupart ne comprendraient pas. Mais toi, tu es différent. 2. L'alliance. Elle impose des rituels. Check-ins hebdomadaires. Partage obligatoire de journaux. Punition pour irrespect. La relation devient une religion. 3. L'Inquisition.
Toute dissidence est une hérésie. Tu questionnes son jugement? Tu es spirituellement bloqué. Tu priorises ton travail? Tu trahis le féminin sacré. Schopenhauer l'avait vu venir. Les femmes qui ne peuvent être déesses deviennent tyrans. L'idole n'a pas besoin de beauté. Elle a besoin de certitude. Nietzsche, celui qui déclara « Dieu est mort », devint lui-même une parabole vivante. Lou Salomé, qu'il espérait guider, devint sa déité personnelle. Elle critique ses manuscrits comme des textes sacrés, écarte ses amis comme des influences impures, convainc Nietzsche que ses chefs-d'œuvre ne sont que des brouillons à corriger. Quand il proteste, elle l'excommunie. Son effondrement mental n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un esprit qui a cédé sa souveraineté. L'idole ne brise pas les hommes. Elle les consacre, puis les brûle comme offrande. Elle ne porte pas de robe dorée. Elle porte des leggings et une bio de coach spirituel. C'est la copine qui exige que tu assistes à ses ateliers d'énergie féminine à 200 € par mois. Sous peine de déséquilibre karmique. C'est la femme qui transforme chaque dispute en test de ta dévotion au lien sacré. C'est la gourou flamme jumelle qui t'explique que tes échecs professionnels sont des punitions de l'univers. Pour avoir douté de votre connexion, Schopenhauer avertissait, aucun homme n'est vraiment esclave tant qu'il n'a pas confondu ses chaînes avec des fils sacrés. Comment la repérer avant d'être baptisé? 1. Le test d'hérésie. Exprime un désaccord mineur. Si elle réagit par la déception au lieu de la curiosité, tu fais face à un dogme, pas à une personne. 2. L'audit du pouvoir. Observe combien de fois tu demandes conseil, et combien de fois tu décides seul. Si elle contrôle ta coupe de cheveux, ton alimentation, tes amitiés. Tu n'es pas en couple. Tu vis dans une théocratie. 3. Le scénario d'apostasie. Imagine partir. Si l'idée te donne le vertige existentiel, elle n'a pas volé ton cœur. Elle a remplacé ton âme. La solution de Schopenhauer était blasphématoire. Pour détrôner un faux dieu, il faut uriner sur l'autel. Le rituel de profanation. Brise ses règles sacrées. Ignore un check-in. Porte la mauvaise tenue. Flirte avec une autre. Sa rage révélera l'humaine derrière la déesse. L'ancrage dans le réel. Reconnecte avec ceux qui te connaissaient avant elle. Ils sont la preuve vivante que tu existais hors de son récit. La prescription nietzschéenne. Écris ton antipasteur. Une liste de toutes les croyances qu'elle t'a implantées. Puis détruis-les une par une. Si ce texte résonne en toi, écris « souverain » en commentaire. Car voici le test final. Celui que la plupart des hommes échouent. Non pas dans la bataille, mais dans la victoire. Il arrive un moment dans la vie d'un homme où les écailles tombent de ses yeux. Pas avec la douceur d'une révélation, mais avec la déchirure viscérale de la chair arrachée à des crochets. Schopenhauer comprenait ce moment mieux que tout autre philosophe. C'est l'instant où l'homme réalise qu'il n'a pas seulement été blessé, mais alchimisé, sa douleur transformée en pouvoir pour elle, sa souffrance recyclée dans son récit, son essence distillée en avertissement pour le prochain malchanceux. Mais ce n'est pas la fin, c'est le commencement. En 1914, le peintre autrichien Egon Schiele est arrêté pour obscénité. Son crime, des nus trop crus, trop vrais, trop bruts. Le procès le ruine, financièrement, socialement, créativement, et pourtant, dans ce creuset, quelque chose d'extraordinaire surgit. Privé de mécènes, de réputation, de confort, Schiele peint enfin pour lui. Des portraits sans flatterie, sans séduction, sans performance, juste, vrai. À sa mort, à 28 ans, il avait accompli ce que peu d'artistes osent, créer sans permission. C'est ton plan. 1. L'amputation. Identifie chaque fragment de ta vie encore lié à elle. Les amis qui rapportent, les habitudes forgées pour lui plaire, même la musique hantée par son fantôme. Coupe tout, pas avec rage, mais avec la précision clinique d'un chirurgien retirant un tissu nécrosé. 2. Le jeûne. 90 jours sans contact romantique. Pas seulement avec les femmes, mais avec l'idée même de femme. Pas d'app, pas de fantasme, pas de « juste vérifier son profil ». C'est une désintoxication pour ton âme. 3. La réforme. Reconstruis ton monde autour d'un principe non négociable. Je ne troquerai plus jamais ma souveraineté contre de l'affection. Schopenhauer écrivait, les 40 premières années donnent le texte. Les 30 suivantes, le commentaire. Mais pour ceux qui ont survécu à une femme toxique, il n'y a pas de commentaire. Juste une terre brûlée, et la chance d'écrire quelque chose de neuf. L'histoire est jonchée d'hommes qui ont presque échappé. Byron fuit l'Angleterre, pour se retrouver enfermé par la comtesse Guiccioli. Fitzgerald se désintoxique après l'internement de Zelda, mais passe ses dernières années à supplier ses médecins. Même Schopenhauer, malgré son génie, revenait sans cesse aux lettres de sa mère. Comme une langue qui cherche une dent pourrie. Le piège n'est pas l'amour, c'est l'addiction à la résolution. Le besoin compulsif de réparer l'histoire, d'avoir le dernier mot, de lui faire comprendre ce qu'elle t'a fait. Mais voici la vérité qu'elle ne dira jamais, elle a parfaitement compris. C'était le but, la femme toxique ne vit pas dans ton passé. Elle le conserve, elle le cultive. Chaque fois que tu rejoues cette dispute, elle gagne. Chaque fois que tu analyses ses réseaux, elle gagne. Chaque fois que tu te justifies auprès de vos amis communs, elle gagne. Schopenhauer l'avait vu avec une clarté glaçante. Les femmes se souviennent de ce que les hommes veulent oublier. Et oublient ce que les hommes ont besoin de se rappeler.
Brise le cycle. La purge mémorielle. 1. L'épreuve physique. Brûle les lettres. Supprime les photos. Vends les bijoux. Si ça porte son empreinte, détruis-le. 2. La reconquête mentale. Quand un bon souvenir surgit, joue-le jusqu'au bout. La manipulation qui l'a précédé. La chute qui l'a suivi. Le contexte est l'antidote à la nostalgie. 3. Le blindage du futur. Quand tu t'imagines sa réaction à ton succès, pivote immédiatement. Vers ton toi plus jeune. Un mentor. Le futur que tu construis. En 1942, sous les bombes nazies à Londres, le psychiatre Viktor Frankl observe ceux qui lient leur survie à des facteurs extérieurs, promesse d'une femme, loyauté d'un ami, s'effondrent quand ces liens se brisent. Mais ceux qui cultivent une citadelle intérieure, un sens de soi que rien ne peut toucher, sortent vivants. Tu es dans ce camp maintenant. Voici comment bâtir ta citadelle. 1. La vérité centrale. Définis ce qu'aucune femme ne pourra jamais t'enlever. Ta curiosité, ton art, ta résilience, c'est ton sol sacré. 2. Le rituel quotidien. Chaque matin, 1 heure pour fortifier cette vérité. Écrire, soulever, coder, ce qui te rend plus toi. 3. Le test du siège. Quand la tentation revient, et elle reviendra, demande-toi, est-ce que cela agrandit ma citadelle, ou lui offre une clé? La version de Schopenhauer était plus sombre, mais tout aussi vraie, la volonté d'un homme est son seul bien qu'aucun voleur ne peut prendre, à moins qu'il ne la donne. Après des années à étudier les femmes toxiques, la sangsue, la traîtresse, la sirène, l'idole, la révélation ultime est celle-ci, elles ne sont pas l'exception. Elles sont la règle, pas parce que toutes les femmes sont toxiques, mais parce que toute relation peut le devenir quand le besoin est confondu avec l'amour. Les 6 archétypes ne sont que des variations, des saveurs différentes du même poison. Ton salut ne réside pas dans la recherche d'une femme non toxique, mais dans le fait de devenir un homme pour qui la toxicité est sans effet. La sangsue, tu es autonome. La traîtresse, ta réputation repose sur tes actes. La sirène, tu maîtrises ta dopamine. L'idole, tu ne te prosternes devant personne. C'est le savoir que Schopenhauer offrait. La seule façon de gagner, c'est de refuser de jouer. Alors ferme ce chapitre. Enterre l'épreuve. Laisse l'histoire la juger ou l'absoudre. Cela ne te concerne plus. Tes mains sont enfin libres. Maintenant, construis quelque chose qu'on ne peut t'enlever. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a parlé, partage-la à un ami.